Cette année, les équipes de MSF Suisse ont apporté un soutien médical et logistique essentiel à des populations vulnérables dans 22 pays à travers le monde. En 2014, les yeux du monde entier sont restés rivés sur l'épidémie d'Ebola, pour laquelle MSF a déployé une réponse d'une ampleur inédite. Mais si les conflits et le manque d'accès aux soins pour les populations vulnérables n'ont pas ouvert les journaux télévisés, nous étions pourtant là pour venir en aide aux personnes qui en avaient besoin. Un an après son apparition, la plus grande épidémie d'Ebola jamais connue n'est toujours pas éteinte. Retour sur les défis majeurs auxquels nos équipes ont fait face. Les analyses de laboratoire le confirment. Les symptômes de fièvre hémorragique recensés en Guinée forestière sont bien dus au virus Ebola. Pire, les malades souffrent de la souche Zaïre, qui est mortelle jusqu'à 90% des cas. Lorsque le gouvernement déclare l'épidémie, c'est le choc en Guinée et dans la région. C'est la première fois que l'Ebola est détecté en Afrique de l'Ouest. MSF, qui mène un programme de lutte contre le paludisme à Guékédou, ouvre immédiatement un centre de prise en charge. The good aspect of MSF is that flexibility of changing priorities in no time. So the moment that the alert of an hemorrhagic fever was there in Guékédou, 2 days later we had a team, and 5 days later we were alerting the Ministry of Health to declare the outbreak. Alors que les épidémies s'étaient jusqu'à présent déclarées dans des zones reculées, Guékédou est une ville frontière, au carrefour du Libéria et de la Sierra Leone. Dès les premiers jours, MSF s'inquiète de la répartition géographique des cas. Mais à ce moment-là, l'organisation fait face au déni de l'OMS et des gouvernements des pays de la région. Fin mai, alors que le nombre de patients baisse pour la première fois en Guinée et au Libéria, le ministère de la Santé sierra-léonais recense officiellement des cas sur son territoire. Au début de l'été, les admissions augmentent à nouveau. L'état d'urgence est déclaré dans les 3 pays touchés. Seules, les équipes ne parviennent pas à endiguer l'épidémie. We are on the top of the iceberg in the moment. MSF is not able longer to cope with everything here. We need more experts to come. We need epidemiologists. We need medical staff. It's unbelievable. I never have seen it before. We had our own staff infected. Not only that, so 28 of us were infected and we couldn't cure 14 of them, so 14 of them died. It's quite tragic because it came in a moment where the number of cases were completely overloading the Ebola treatment centers. We needed reassurance in our teams. En août, le quotidien des équipes ressemble au pire des cauchemars. Au plus fort de l'épidémie, et alors que les centres débordent, elles se voient obligées de refuser des malades, alors même qu'ils peuvent en contaminer d'autres. Des kits de désinfection à domicile seront distribués aux familles et dans les quartiers les plus pauvres pour limiter la propagation du virus. Au Nigeria, au Sénégal et au Mali, quelques cas importés sont notifiés. En RDC, c'est un autre foyer qui se déclare. Des interventions rapides permettront de les étouffer. Devant les Nations Unies, la présidente de MSF appelle au déploiement de moyens de réponse spécifiques aux catastrophes biologiques et à la mobilisation de matériel médical, civil et militaire. It is your historic responsibility to act now. To put out this fire, we must run into the burning building. Le 18 septembre, le Conseil de sécurité accepte la résolution. Au fur et à mesure, les équipes font évoluer les protocoles en fonction des besoins et des capacités. One day in Ebola is 1 month in whatever other disease. The ability to adapt in an everyday basis, it's extremely tiring. On the other hand, it's extremely challenging because things happen and you can see the change and the progression. Les équipes s'aident de moyens cartographiques. En visualisant géographiquement les données épidémiologiques, elles peuvent adapter leurs activités. Face à l'explosion du nombre de cas à Monrovia, la capitale du Libéria, MSF monte le plus grand centre jamais construit. L'architecture évolue aussi. Dans le centre Prince de Galles de Freetown, des couloirs en plexiglas permettent aux équipes médicales de suivre l'évolution des malades et aux familles de leur rendre visite. By improving little things like this corridor where you could see the patient, improves much more the contact that you have
with the patient. So the distance in a very philosophical way. So it's not about how many meters you are from your patient, but it's how you give the sense of secure, of confidence to that patient without being in a suit. MSF a l'idée d'employer des survivants pour soutenir les malades dans les centres. So that had a unique added value. And I think that for future outbreaks, the idea of having these survivors investing much more time and energy in the treatment of patients will really be something that we will try to prioritize. À Bruxelles, Genève et Amsterdam, mais aussi dans les pays affectés, MSF organise des formations ouvertes aux autres organisations. Un briefing en ligne, libre d'accès, est aussi mis à disposition de tous. L'épidémie a aussi des conséquences désastreuses sur les systèmes de santé locaux. Les hôpitaux ferment, le personnel s'enfuit, les malades se cachent. The Ebola outbreak in West Africa left aside either priorities like a different burden of disease that these countries have, like malaria, like diarrheas, like pneumonias. So I am sure that at some point in time, when analyzing this outbreak, we will find that there were much more deaths produced for diseases that are not Ebola than the ones that were dying due to Ebola. Pour tenter de réduire les victimes collatérales, 1,5 million de médicaments contre le paludisme seront distribués. Dès que possible, MSF s'engage dans la recherche et abrite plusieurs essais cliniques dans ses centres. What we are calling today is for trial designs that are much more adapted for this kind of diseases where mortality is extremely high and for this kind of context where people are just without hope. Des projets spécifiques sont aussi mis sur pied, notamment pour les femmes enceintes infectées ou les survivants d'Ebola qui développent parfois des symptômes spécifiques en plus des souffrances psychologiques. Les mois de janvier et février apportent une lueur d'espoir. Le nombre de malades décroît sur les 3 pays. Les premières fermetures ont lieu dans les localités qui ne signalent plus de patients. Des centres sont démantelés. For me, this is the moment, the most dangerous moment and the most critical moment in an outbreak because the cases were going down and down and down days after days and people start to relax. MSF se focalise sur les activités au sein des communautés, telles que la sensibilisation, le suivi des contacts et la décontamination des maisons des personnes infectées. Alors que le pays a commencé le décompte des jours pour la levée de l'épidémie, un nouveau malade est pris en charge dans le centre de MSF. Sur le terrain, les équipes continuent à se battre, au chevet des malades, contre l'épidémie d'Ebola la plus meurtrière de l'histoire. For me, Ebola, until we got the very last case in the country, it is not over. Alors que la guerre en Syrie entre dans sa 5e année, l'avenir paraît sombre pour le pays et la région. L'aide la plus élémentaire est refusée au peuple syrien, par les partis au conflit qui empêchent l'accès humanitaire aux civils. Mais pour comprendre le calvaire vécu par les Syriens, il faut revenir 4 ans en arrière. Les printemps arabes débutent en janvier 2011 par des protestations pacifiques pour demander le départ des dictateurs, l'instauration d'une démocratie et un meilleur partage des richesses. MSF, qui est présente dans la région, prépositionne des kits d'urgence et se tient prête à intervenir. La Syrie n'est pas en reste. Des manifestations se répètent chaque jour à partir de la mi-mars. À Deraa, Damas, Homs, Latakia et Alep, elles sont alors réprimées de façon sanglante et accompagnées d'arrestations de masse. Dans le courant de l'été, la répression se renforce. Le régime lance des chars contre les villes soulevées, notamment à Homs, causant des milliers de morts. Les bilans de la révolte syrienne passent de 2000 morts en août 2011 à 5000 en décembre. 1 an et demi plus tard, ils dépasseront les 100 000 morts, et on en compte plus de 200 000 aujourd'hui. Le mouvement se transforme rapidement en conflit opposant 2 camps armés. Face à l'armée régulière se constitue l'armée syrienne libre, sur la base de déserteurs et de citoyens en majorité issus de la communauté sunnite, qui constitue près des 3/4 de la population syrienne. Des puissances régionales et internationales se mêlent alors au conflit et l'instrumentalisent.
À cette période, MSF fournit des médicaments et du matériel au personnel syrien de l'organisation qui prend en charge les blessés. Malgré les demandes répétées, l'organisation n'obtient pas l'autorisation du gouvernement de travailler dans le pays. L'opposition accorde des accès dans le nord et MSF met en place des hôpitaux clandestins et apporte une aide transfrontalière directe. Alors que fin 2012, de nombreux Syriens prennent le chemin de l'exil, MSF lance des programmes d'assistance aux réfugiés en Irak, en Jordanie et au Liban. Le pourrissement de la guerre entraîne rapidement des métastases. L'armée syrienne libre sera supplantée par des combattants islamistes et la guerre se divise en une myriade de conflits. Alors que les groupes changent fréquemment, MSF négocie avec chacun d'eux des accords. En 2013 donc, MSF a 6 hôpitaux dans les zones contrôlées par l'opposition, assurant ainsi des milliers de consultations médicales, d'accouchements et d'interventions chirurgicales. L'insécurité, les attaques sur les structures médicales et l'absence d'autorisation du gouvernement sont des obstacles majeurs. Elles empêchent MSF d'apporter une aide directe à la majorité des Syriens piégés au cœur du conflit. À de très nombreuses reprises, MSF dénoncera ce manque d'accès et demandera que l'aide puisse traverser les frontières et les lignes de front. En août 2013, alors que les armes non conventionnelles sont la ligne rouge d'une intervention militaire internationale en Syrie, MSF confirme que 3 hôpitaux du gouvernorat de Damas reçoivent 3000 patients présentant des symptômes neurotoxiques. La mobilisation politique autour des armes chimiques sera massive et mènera à l'adoption d'une résolution du Conseil de sécurité des Nations Unies. La confusion qui règne en Syrie est une aubaine pour un mouvement djihadiste salafiste, l'État islamique en Irak. Créé en 2006, il est initialement lié à Al-Qaïda, mais s'en affranchit progressivement avant de s'en séparer totalement. En Syrie, quand les combattants de l'État islamique arrivent dans les zones où MSF a ses hôpitaux, des accords sont conclus avec ses commandants. MSF demande le respect des activités et du personnel médical. Malgré ces accords, le 2 janvier 2014, 13 membres de MSF sont enlevés par ce groupe. Les 5 expatriés seront retenus en captivité pendant près de 6 mois. Conséquence, l'organisation ferme ses structures médicales dans les zones contrôlées par l'État islamique et évacue tout le personnel expatrié. Malgré cela, MSF a toujours 3 hôpitaux qui fonctionnent grâce à du personnel syrien, 1 à Atmeh et 2 à Alep, et continue d'apporter une assistance médicale dans le nord de la Syrie. Le soutien au réseau de médecins syriens se poursuit et des dons de médicaments essentiels sont faits. Depuis 2013, bon nombre de sunnites d'Irak, exaspérés par les exactions de l'armée irakienne du Premier ministre chiite et déçus par la politique du gouvernement, accueillent les djihadistes de l'État islamique en libérateurs. En 2014, le groupe s'empare de zones stratégiques dont le fief sunnite symbolique de Falloujah, la vallée de l'Euphrate à l'ouest et à l'est Mossoul, qui tombe le 9 juin. La ville devient sa capitale religieuse et Raqqa, sa capitale politique et militaire au cœur des territoires syriens nouvellement conquis. L'organisation proclame le rétablissement du califat et appelle les mouvements djihadistes à lui prêter allégeance. Leur progression territoriale se poursuit. L'ouest de la province de Kirkouk, Al-Kahim et Tal Afar tombent également. Au début du mois d'août, les djihadistes occupent les provinces pétrolières et gazières de Nineveh, de Salah ad-Din et d'Al-Anbar et s'emparent de Karakosh, la plus grande ville chrétienne d'Irak. Les Kurdes et les chiites, qui jusque-là étaient restés à l'écart du conflit, s'y mêlent désormais. En Irak aussi, les structures médicales sont la cible d'attaques. L'avancée fulgurante de l'État islamique pousse des centaines de milliers de personnes au départ et contraint MSF à évacuer ses projets, car l'organisation n'obtiendra jamais les garanties de sécurité nécessaires auprès des dirigeants de l'État islamique. Mais les équipes mettent alors en place des stratégies flexibles. Elles se rapprochent au plus près de la ligne de front, dans les zones tampons, aussitôt que la sécurité le permet. Des cliniques mobiles y sont organisées pour venir en aide aux populations qui n'ont pas vu de médecin depuis des mois. Les Irakiens qui le peuvent se ruent dans les camps qui accueillaient jusqu'alors les réfugiés syriens. Ils vivent dans des conditions inacceptables, sans accès aux services de base. Certains réfugiés syriens sont même contraints de fuir le Sinjar pour retourner en Syrie, où la sécurité est toute relative. Des centaines de milliers de personnes restent cependant bloquées entre les lignes de front. Elles ne peuvent pas en sortir et n'ont absolument aucun accès à l'aide humanitaire. Leur situation ne fait que souligner les échecs du système de l'aide.
Ce qui se passe aujourd'hui en Centrafrique, on ne peut pas mesurer ça. On ne peut pas mesurer ça. Il y avait tellement eu de carnage, il y a eu trop d'assassinats. Le coup de couteau, le coup de machette, il est donné directement sur la personne. C'est pas une arme qui a une longue portée. Donc la violence, elle est vraiment très très physique et très intime, si on peut dire. Et je pense que ça, c'est une des choses les pires que j'ai pu voir en fait. Présents dès les premiers instants du conflit, les équipes de MSF sont venues renforcer dans tout le pays le système de santé défaillant ou inexistant. En janvier 2014, MSF Suisse intervient au sein de l'hôpital de Berbérati pour prendre en charge les victimes de violences, répondre aux besoins de santé des personnes déplacées et apporter une aide médicale aux femmes enceintes et aux moins de 15 ans. Les équipes effectueront plus de 3000 interventions chirurgicales et 2000 accouchements en un an. La pédiatrie est aussi gérée par MSF. La pathologie principale, c'est le paludisme avec un peu plus que la moitié de nos cas, qui nécessitent souvent des mesures vraiment graves comme des transfusions. Après, on a aussi beaucoup de cas de malnutrition. À Berbérati, le quartier de Popoto a été mis à sac. Les musulmans qui restent vivent en enclave, réfugiés dans l'évêché depuis le mois de mars. Ils ne peuvent pas en sortir au risque d'être lynchés. Les équipes de MSF s'y rendent 1 à 2 fois par semaine pour offrir des consultations notamment aux femmes. Erika Sawyer, sage-femme, offre des soins de santé spécifiques pour les femmes. There's been a lot of requests for family planning because I think it's really important for them to not become pregnant again while they're here in this situation. I think they feel very insecure. Alors qu'MSF s'est retirée de la ville de Boire, où elle était intervenue pour venir en aide aux blessés au plus fort des combats, l'organisation a décidé de rester à Berbérati. Depuis que les violences se sont calmées dans cette zone, nos équipes renforcent les capacités de 5 centres de santé dans les villages environnants. La Centrafrique, il ne faut pas laisser tomber. Ebola, en Centrafrique, c'est tous les jours. Tous les jours, il y a des gens qui meurent. Tous les jours, il y a des villages qui sont brûlés. Tous les jours, il y a des gens qui vont se cacher dans la forêt. Donc tous les jours, il y a des gens qui n'ont plus accès à de l'eau potable, qui n'ont plus accès aux soins. Ça ne peut aller que de mal en pis. Cette année, on a bien vu au final la force médicale de MSF et la force de se remettre en cause. Tout le monde parle de MSF et de Ebola. Je pense que c'est la première fois que MSF a atteint un tel niveau, on va dire, politique dans les pays concernés. Et à l'extérieur, il y avait une énorme attente vis-à-vis de MSF. Mais bon, c'est en lien avec tout ce qu'on a essayé de faire sur Ebola, et que ce soit la recherche médicale, les opérations, mais surtout en lien avec la volonté de, quelque part, de prendre des risques et de ne pas accepter qu'une épidémie suive son cours sans que personne ne fasse rien. La force MSF, c'est de la multiplication de capacités logistiques, de capacités médicales et de capacités en ressources humaines. On a une capacité de monter en puissance, encore une fois, de faire évoluer nos pratiques. Et c'est aussi parce que ce n'est pas une seule section qui réfléchit, c'est multiplié par 5 ou pour les sections opérationnelles. L'année 2014, on la considère beaucoup comme une année à urgence. On a mis énormément de moyens autour d'Ebola, la crise syrienne. Mais l'année 2013 est également une année à urgence, et l'année 2012, je pense que c'est inhérent à MSF, c'est cette part des urgences. Après, il faut voir aussi cette part des urgences, elle est en lien depuis des années avec les efforts qui ont été faits pour répondre aux urgences, que ce soit avec nos desks d'urgence, les centres d'approvisionnement, les départements médicaux, logistiques ou ressources humaines. C'est en moyenne par an 20-25% de nos activités. Donc la question qui se pose dans les années à venir, et on le voit par le déficit des autres organisations, le déficit, on l'a vu autour des épidémies avec Ebola, c'est est-ce que MSF, on veut aller plus loin? Et il faut maintenir un équilibre entre régulier et urgence. On continuera à avoir des projets autour de grandes endémies, on va dire, comme le sida, comme la tuberculose. Et on reste une association, on va dire, généraliste avec des spécialités nombreuses. À travers le monde, MSF continue d'améliorer les pratiques médicales en adaptant les protocoles aux besoins des patients.
Pour lutter contre la double pandémie de VIH-Sida et de tuberculose, MSF a mis en place des modes opératoires innovants. Au Mozambique, des soins spécialisés pour les maladies opportunistes graves comme la tuberculose multirésistante ou le sarcome de Kaposi. Plus d'injections dans l'œil pour la rétinite à cytomégalovirus au Myanmar, grâce à la disponibilité de médicaments oraux. Les femmes enceintes séropositives sous traitement antirétroviral à vie au Mozambique ainsi qu'au Swaziland, où le succès du programme a poussé le ministère de la Santé à l'étendre à tout le pays. Une volonté de rapprocher les soins des patients et les soutenir tout au long du traitement. En parallèle de la prise en charge de la malnutrition et du paludisme, des stratégies préventives ont aussi été menées à large échelle dans le Sahel pour réduire la mortalité des enfants face aux crises chroniques. Nouvelle campagne de chimioprévention du paludisme saisonnier, vaccination préventive ou en réponse aux épidémies. Mais cette année encore, des conflits ont pris au piège des civils et poussé des millions d'autres à quitter leur foyer en quête d'un lieu sûr. Que ce soit après avoir fui le conflit intercommunautaire en RCA, la menace de Boko Haram au Nigeria, les combats en Somalie, au Soudan du Sud ou en Syrie, les conditions dans lesquelles les personnes sont forcées de vivre ont des conséquences désastreuses sur leur santé physique et mentale. Au plus près de la ligne de front, comme en Ukraine, ou dans les pays d'accueil, nos équipes leur ont apporté des soins de base, un soutien psychologique, et elles ont pris en charge les urgences. Peu importe le contexte, notre priorité est de favoriser l'accès aux soins pour ceux qui en ont besoin.